j'ai vacciné plein d'indésirables avec, elle m'a dit, ah bah, c'est presque moi. I think in so there are things in different. Je propose d'écouter Renaud de Beaurepaire dans l'élargissement des indications du baclofen, ce qu'on peut dire aujourd'hui, et puis on fera peut-être quelques questions sur les deux dernières interventions qu'on vient d'écouter. Merci Samuel, et Renaud, c'est à toi. Donc, merci. Je vais vous parler un petit peu de recherche, les orientations, peut-être le baclofen pour les années à venir, qu'est-ce qui va se développer. Le plan, alors je ne vais pas être exhaustif, hein, il y a énormément de voies de recherche, de choses à faire, mais je vais parler donc de ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le plan clinique, sur le plan de la génétique, de l'imagerie cérébrale? Ça, c'est pour l'alcool. Ensuite, quelles sont les autres indications qui sont en train d'éclore, on pourrait dire, d'apparaître pour le baclofen, enfin, même s'il y en a quelques-unes qui sont déjà assez anciennes. Les troubles du comportement alimentaire, hein, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser. Le cannabis, l'Alzheimer, d'autres addictions. Les automutilations, qui sont quelque chose qui est probablement très intéressant et qu'on oublie beaucoup. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu de modèles précliniques, c'est-à-dire ce qui concerne le mécanisme d'action du baclofen. Hein. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher chez l'animal pour comprendre comment fonctionne le baclofen. Alors, la clinique, évidemment, on en a beaucoup parlé. On pourrait juste reprendre quelques éléments qui ont été déjà dits cet après-midi. On a parlé Sylvie Imbert a beaucoup parlé de l'incidente et des événements indésirables sur la qualité de vie. On a parlé aussi de cette question de la dépression et de l'importance potentiel du baclofen dans la survenue d'une dépression. S'il faut, quand je parle de projet de recherche, je pense à des publications. C'est-à-dire que nous, prescripteurs, on a tous des histoires à raconter sur le baclofen. On trouve tous beaucoup de choses qui se passent. Mais l'idée, ce serait de structurer des recherches pour que ce que l'on observe soit en quelque sorte estampillé sur la forme de publications, parce que ce sont les publications scientifiques, c'est ce qui existe. Et nous, ce qu'on raconte, c'est très intéressant, mais pour que ça existe vraiment, il faut qu'il y ait eu des études un peu structurées pour labelliser ça sous forme de prescription. Sylvie Imbert a parlé des cauchemars tout à l'heure. Il y a manifestement une étude à faire sur l'effet des antagonistes alpha-2, hein, qui est un antagoniste qui s'appelle le prazosin, hein, qui est commercialisé sous le terme d'Alpress et de Minipress. J'ai et d'autres des collègues l'ont observé aussi, observé que le baclofen, l'Alpress ou le prazosin, puisque c'est la molécule, bloque ces rêves dont se plaignent souvent les patients. Ceux qui prescrivent souvent du baclofen ont certainement vu ces patients qui font des rêves, des états de semi-conscience qui sont très 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 désagréables, très pénibles, dont ils gardent un souvenir extrêmement pénible, avec des scènes vécues d'une façon tout à fait extraordinaire, des rêves, on dit, vivides, c'est-à-dire extrêmement vivants. Et c'est souvent très gênant chez les patients, beaucoup s'en plaignent. Et manifestement, le prazosin marche très bien, donc il y aurait lieu de monter une petite étude là-dessus. C'est un exemple aussi. Moi, j'ai eu quelques cas de difficultés de sevrage au baclofen, des patients qui en prennent depuis des mois ou des années et qui n'arrivent pas à l'arrêter. Ça arrive, il y a pas mal de patients comme ça, pas un grand nombre, mais il faudrait faire une étude là-dessus et peut-être sur les moyens de sevrer ces patients en baclofen qui, quand ils baissent les doses,
ont des états d'angoisse absolument terribles. C'est pas très fréquent, mais on observe ça et il faudrait l'étudier mieux. Il y a aussi la question de la grossesse dont on a parlé tout à l'heure. Amanda nous a dit qu'il y a eu beaucoup de grossesses dans des personnes dans les femmes qui souffraient de sclérose en plaques. Il y aurait peut-être lieu de rassembler les cas de grossesse sous baclofène dans la sclérose en plaques pour montrer ce que je pense, que le baclofène n'est pas du tout tératogène. Simplement, on agite là une peur qui, avec d'autres peurs, n'est pas bonne pour le baclofène. Et peut-être que faire des publications qui montreraient que le baclofène, en réunissant peut-être des dizaines ou des centaines de cas, n'a aucun effet tératogène, ce serait quand même rassurant. Il ne faut pas oublier quand même que l'alcool produit chaque année en France 6000 bébés avec des malformations. Enfin, l'alcoolisme maternel est source de malformations, de tératogénie très très importantes, alors que le baclofène, non. Donc peut-être qu'on pourrait arriver à la conclusion qu'il faut mettre sous baclofène les femmes en âge de procréer et qui ont envie d'avoir des enfants. Ce serait quand même quelque chose, une recherche à faire qui pourrait être très très utile. Les liens, moi j'ai souvent, quand je parle avec mes patients, l'impression que beaucoup ont des quantités d'antécédents traumatiques dans leur existence très très importants. Alors, est-ce que c'est le cas de tous les patients alcooliques? Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que le baclofène aurait une utilité particulière? Ça a été montré pour les antidépresseurs, pas pour l'alcoolisme, mais en général, que les personnes qui ont vécu des événements très traumatiques dans l'enfance répondent mieux aux antidépresseurs ou à certains antidépresseurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas une étude à faire sur les antécédents traumatiques des personnes alcooliques qui bénéficient du baclofène? Je pense que ça serait très intéressant à faire. Les facteurs familiaux, ces facteurs, etc. Donc sur le plan de la recherche clinique, il y a énormément de choses à faire. Ce dont on manque, c'est de petites mains, c'est d'étudiants, de personnes qui pourraient être dirigées pour faire des recherches comme ça. Évidemment, Philippe fait beaucoup de thèses d'étudiants sur le baclofène, mais il pourrait y avoir plus de thèses, à mon avis, sur le baclofène, sur ces éléments cliniques qui peuvent parfaitement intéresser un étudiant en médecine passant sa thèse. Voilà, on pourrait dire beaucoup de choses sur la clinique. Il y a énormément de recherches à faire. C'était quelques exemples, il y en aurait beaucoup. Ensuite, génétique. Donc, avec Philippe Jory et d'autres universitaires de Cochin, on a monté une étude qui s'appelle l'étude baclogène. La génétique, évidemment, c'est... Alors, il y a une génétique de l'alcoolisme où il y a des publications depuis des dizaines d'années. Il y a dans l'alcoolisme ce qu'on appelle des gènes candidats, qui donc apparemment prédisposeraient à devenir dépendant à l'alcool. Et puis aujourd'hui, on développe des nouvelles techniques, enfin il y a déjà pas mal d'années, qui s'appellent les GWAS, c'est-à-dire Gene Wide Association Studies, qui sont des techniques qui sont maintenant très très accessibles. Il y a quelques années, c'était assez compliqué, ça coûtait très cher, mais aujourd'hui, c'est devenu très accessible et qui permettent tout simplement d'étudier tous les gènes. Et on voit comme ça que certains... Alors, il y a eu déjà des études de GWAS qui ont été faites, de Genome Wide Association Studies qui ont été faites dans l'alcoolisme, où on a mis en évidence toutes sortes de gènes auxquels on n'aurait jamais pensé, qui pourraient être impliqués dans le développement de l'alcoolisme. Dans le cas du baclofène, l'idée, c'était de montrer qu'il y aurait des gènes qui pourraient être exprimés d'une façon particulière. C'est tous des gènes normaux, ce ne sont pas des gènes pathologiques, qui pourraient être exprimés d'une façon particulière chez les répondeurs ou les non-répondeurs au baclofène, avec en particulier cette idée que peut-être il y a des gènes du transport du baclofène à travers la barrière hémato-encéphalique qui pourraient être exprimés différemment chez les personnes, chez les patients prenant des très hautes doses comparativement à ceux qui ont besoin de petites doses. C'était une idée. Faire une étude de Genome Wide Association, ça permet de mettre en évidence plein de gènes qui sont chacun à l'origine d'hypothèses. Ah bon, tel gène est augmenté chez les répondeurs au baclofène, alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et ça ouvre sur toutes sortes de recherches. Ça peut, dans l'étude qu'on avait construite de baclogène, on espérait aussi pouvoir
montrer que certains gènes prédisposeraient à certains effets indésirables, ce qui est très vraisemblable. Donc, il y avait un recueil, il y a dans cette étude un recueil très, très approfondi des effets indésirables, et on pense pouvoir trouver des gènes qui pourraient favoriser. Tout ça, c'est dans l'esprit de génotypage des patients qu'il accepterait, mais c'est la médecine et la psychiatrie du futur. Génotyper les personnes avant de leur donner un traitement pour savoir quel traitement serait le plus adapté, et si c'est le baclofène, quelle dose on pourrait prévoir. Est-ce qu'ils seront répondeurs à faible ou à forte dose? Est-ce qu'ils sont plus exposés à tel et tel effet indésirable? C'est ce qu'on attend de ce genre d'études. On l'a déposé pour un PHRC, mais elle a été refusée. Mais pour le moment, le baclofène n'a pas très l'heure de plaire dans les hautes sphères décisionnelles scientifiques, mais on espère que ça arrivera. Ensuite, l'imagerie cérébrale. Vous avez vu que dans l'étude BACLAD, déjà, alors que ça ne s'imposait pas nécessairement, Muller avait proposé des diapositives d'imagerie cérébrale, parce que c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'imagerie cérébrale pour comprendre comment marche le baclofène, pour voir quelles sont les structures cérébrales qui sont impliquées quand on donne du baclofène, les comparer avec ce qui se passe avec l'alcool, comment, on a vu tout à l'heure dans une diapositive qu'on avait discutée, le baclofène fait que quand il est efficace, certaines régions du cerveau ne réagissent plus quand on présente un boc de bière, ou ça a été fait beaucoup dans la cocaïnomanie chez les cocaïnomanes, quand on présente de la cocaïne, une ligne blanche de cocaïne, on voit s'activer le cerveau des personnes qui ont été sevrées en cocaïne, et il a été montré, c'est une diapositive qu'a montré Philippe tout à l'heure, c'est Anne Childress qui a montré ça, que quand on donne du baclofène à ces patients, on ne voit plus le cerveau, ou du moins certaines structures du cerveau, s'allumer. Donc il y a énormément de recherches très très intéressantes à faire pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on donne du baclofène, et pourquoi ça bloque l'envie. Pour ça, ça crée une indifférence à l'égard de l'alcool. Il y a une autre étude qu'on a aussi, qui a été écrite, qui a été présentée à des instances déjà, et c'est une étude extrêmement passionnante parce que, pour ceux qui s'intéressent à la biologie des maladies psychiatriques, l'inflammation est aujourd'hui le maître mot. On pense que beaucoup de maladies mentales, et en particulier les addictions, peuvent être liées à des phénomènes inflammatoires qui se dérouleraient dans le cerveau et qui seraient liés à des anomalies de fonctionnement de petits neurones, de petites cellules qui s'appellent les cellules gliales. Les cellules gliales sont pleines de substances potentiellement toxiques, de substances pro-inflammatoires qui s'appellent les cytokines. Et quand l'alcool a des effets toxiques sur les cellules gliales, sur la glie, ce qui fait que les cellules gliales répandent dans le cerveau des cytokines. Et c'est des choses assez nouvelles. Ça, c'est assez récent. Et ce serait très, très intéressant de travailler là-dessus. C'est pas très compliqué. À Orsay, et c'est Michel Botlander et Leroy, j'ai oublié son prénom, qui ont des ligands, c'est-à-dire des substances radioactives en PET scan qui peuvent marquer le déversement de molécules inflammatoires dans le cerveau des personnes qui boivent. Et on comparerait comme ça des personnes qui n'auraient pas encore de baclofène, c'est-à-dire qui seraient... avant qu'on commence le traitement par le baclofène, qui boiraient de l'alcool, voir les marqueurs inflammatoires dans le cerveau, attendre quelques semaines ou mois que le baclofène ait fait son effet et refaire la même étude pour voir s'il y a eu une disparition des marqueurs inflammatoires dans le cerveau. Donc ça aussi, c'est une étude extrêmement intéressante, mais on l'a proposée, elle a été refusée par, je ne sais plus ce que c'est que cette instance qui s'appelle l'IRSP, c'est un truc scientifique. Voilà, mais on ne perd pas courage, on va proposer ça tous les ans à toutes sortes, tout comme l'étude baclogène, tout comme baclimage, quand elle sera au point, il faudra proposer ça à des instances financières, de financement. Mais on manque cruellement d'argent. Je ne suis pas très bon pour demander de l'argent. Alors ensuite, les troubles du comportement alimentaire. Donc là, on était dans l'alcool, dans ce qui s'est fait dans l'alcool. Les troubles du comportement alimentaire, j'ai dit ça explose vraiment. Tout à l'heure, Samuel a parlé de Claude Goffard. Claude Goffard est une personne qui donc avait un trouble du comportement alimentaire qui a été
guéri par le baclofène et qui a écrit un livre. Il y a aussi un autre livre par une personne qui s'appelle Agnès Renaud, qui avait des troubles du comportement alimentaire, qui a été guéri par le baclofène. Donc 2 livres sont sortis, bien sûr il faut les lire, mais ils attirent l'attention aussi sur la situation des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. C'est très très curieux comme maladie. Je ne parle pas de l'anorexie mentale. Le baclofène ne marche pas dans l'anorexie mentale. On est plusieurs à en avoir donné, à plusieurs anorexiques. C'est manifestement, ça ne marche pas. Mais ça marche très bien, à mon avis, aussi bien que dans l'alcoolisme, dans ce qu'on appelle les boulimies nerveuses et dans les hyperphagies. L'hyperphagie, c'est le binge eating disorder. Vous savez qu'il y a 3 grands groupes de troubles du comportement alimentaire. L'anorexie mentale, mais on n'en parle pas, et les boulimies nerveuses, qui sont des espèces de crises, d'attaques de boulimie où la personne perd totalement le contrôle de ce qu'elle fait. Souvent, ça se passe au retour du travail. Les personnes ont l'habitude de s'arrêter dans un petit supermarché, la supérette du coin, ils remplissent leur caddie. Les personnes n'ont même pas le temps de rentrer chez elles. Elles mangent tout ce qu'il y a dans le caddie, elles vomissent dans les boulimies nerveuses et personne ne s'en aperçoit. Et Agnès Renaud, dans son livre, raconte très bien comment probablement, ça touche 3 ou 4% de la population. C'est énorme. Comment des milliers, des dizaines de milliers, c'est souvent des femmes, mais pas toujours, des dizaines de milliers de femmes vivent toute leur vie, 20, 30, 40, 50 ans, avec une boulimie nerveuse, en vomissant, en gardant une taille fine. Personne ne s'en aperçoit. Le mari n'est pas au courant, la famille n'est pas au courant, personne n'est au courant, mais c'est une souffrance épouvantable. Donc, si le baclofène marche, il faut donner du baclofène. C'est évident. Il y a eu des circulaires de la NSM quasiment menaçantes à l'égard des prescripteurs de baclofène qui prescrivent du baclofène pour les troubles du comportement alimentaire. C'est scandaleux. Mais je ne vais pas faire comme ce matin. Il paraît que j'étais très bien. Mais c'est vrai, c'est effrayant. Enfin, d'accord. Dans les troubles du comportement alimentaire, il y a déjà d'ailleurs une littérature qui soutient la prescription de baclofène, puisqu'il y a eu une publication de Broft, qui était une étude en ouvert en 2007, une étude en double aveugle, la RCT, c'est-à-dire randomisée contre placebo, qui est parue en 2003, qui toutes les deux ont conclu à une efficacité du baclofène dans le traitement des troubles du comportement alimentaire. C'était des doses faibles, 60 mg, avec Philippe Jory, Annie Rapp et Bernard Joussaume. On a fait une publication de cas de troubles du comportement alimentaire qui ont été publiés dans une très bonne revue pour attirer l'attention. Il faut avoir un jour une AMM pour le baclofène dans les troubles du comportement alimentaire. C'est un truc qui nécessairement va arriver. Nous, on en prescrit hors AMM, mais c'est vrai qu'on s'expose à des difficultés. Et il faut reconnaître, il faut donc faire une grande étude. Celle de Corwin, qui était limitée à 60 mg, n'est pas suffisante. Il faut faire une étude avec des hautes doses. Et cette étude, elle est déjà... Une étude a déjà été faite avec Sylvie Imbert, donc, qui a parlé tout à l'heure, avec son site. On a fait une étude où Sylvie a lancé sur le site un questionnaire qui concerne le nombre de crises. C'est donc pour les troubles du comportement alimentaire, boulimie nerveuse et hyperphagie. Je n'ai pas parlé des hyperphagies. La différence entre une boulimie nerveuse et une hyperphagie, c'est qu'il n'y a pas de vomissement dans l'hyperphagie et que donc on voit tout de suite l'hyperphagie qui est obèse et la boulimie nerveuse reste mince. Mais sinon, le mécanisme est exactement le même. Donc Sylvie a mis un questionnaire sur son site qui a eu 81 réponses dans le mois, ça a été très très rapide. Une étude comme ça, avec une telle facilité, c'est tout à fait extraordinaire. Alors qu'on voit les difficultés à monter des études en double aveugle, etc., contre placebo. Là, on met Sylvie a mis un petit questionnaire sur son site et il y a eu, en quelques jours ou un mois, 81 réponses qu'on a analysées. On a analysé et on voit que la diminution des crises concerne 77% des patients, de façon égale pour les boulimies nerveuses. C'est binge eating disorder, c'est les hyperphagies, avec une fréquence à peu près similaire. Mais on a toutes les données qu'on a eues comme ça en quelques semaines sur la durée de traitement, les doses actuelles. Donc généralement ça se passe comme dans l'alcoolisme, on augmente les doses jusqu'à arriver à la dose d'indifférence vis-à-vis de la nourriture, qui est quelque chose de fascinant. Ces femmes arrivent à une réelle, elles le disent, indifférence à l'égard de la nourriture. Ça ne les intéresse plus. Et les doses sont les mêmes qu'on voit dans l'alcool.
Vous voyez les doses maximales, 170, 197 pour les boulimies nerveuses, plus pour les boulimies nerveuses que dans les hyperphagies, ce qui n'est pas étonnant, enfin on ne va pas discuter là, mais ça peut s'expliquer. Mais la moyenne est de 170 mg, c'est ce qu'on a observé dans Bacloville, dans Baclade, dans les études observationnelles. C'est très curieux d'ailleurs, comme on retrouve ce chiffre entre 160 et 180, on le retrouve partout. C'est pour ça que ce matin, j'étais pas content quand je vois qu'il y a des études qui s'arrêtent à 150 mg. Ça n'a aucun intérêt. Il faut faire des études où on puisse monter les doses aussi haut que nécessaire, tant que ça soit quand c'est toléré. C'est les patients qui dirigent le traitement. C'est eux qui disent « docteur, je voudrais augmenter » ou « docteur, j'arrête », etc. Les médecins, ils sont là uniquement pour prescrire. C'est une alliance thérapeutique qui est fondamentale dans le traitement par le baclofène, où le médecin apprend progressivement aux patients à gérer son traitement. Ce sont donc eux qui décident à quelle dose ils veulent monter, etc., le nombre de crises, l'intensité. Voilà, donc il y a eu un article écrit là-dessus, on l'a présenté à plusieurs journaux qui l'ont refusé, il a été refusé partout. On a quand même une ouverture dans un journal que je ne vous citerai pas, mais qui a un très très bon niveau international, où manifestement ils ont compris que le baclofène, le trouble du comportement alimentaire, c'était quand même quelque chose qu'il fallait saisir. Ils nous ont pas refusé, ils ont gardé très très longtemps l'article et ils nous ont fait une réponse en disant écoutez, il y a des trucs qui ne collent pas dans votre article, et en particulier dans le questionnaire, en particulier la façon de caractériser les patientes était un peu succincte. Ils nous disent refaites votre questionnaire et on va le refaire avec Sylvie. Refaites le questionnaire avec des questions plus précises sur la pathologie et votre article devrait pouvoir passer. Donc on va le refaire. Oui. C'est quoi la diminution des crises? Ça veut dire quoi? Donc, le critère pour évaluer un trouble du comportement alimentaire, c'est le nombre de crises par semaine. Il faut qu'il y en ait, je crois, selon le DSM, 2 ou 3, je crois, ou un truc comme ça. La plupart des troubles du comportement alimentaire ont des crises tous les jours. Et même souvent, il y a plusieurs crises par jour. Donc, l'alcool, c'est les grammes d'alcool, ou le nombre de verres. Les comportements alimentaires, c'est le nombre de crises, qui est le critère pour évaluer la maladie. Alors, très rapidement, ça explose dans tous les sens. Alors, c'est déjà assez ancien, ça, hein, puisque la cocaïne, il y a déjà eu une publication en 1998. C'était des publications avec des faibles doses. Il y a eu 3 publications pour la cocaïne, une pour les sevrages opiacés, une pour l'arrêt du tabac, une pour les solvants, etc. Tout ça, ça a été fait avec des faibles doses. Je ne vais pas revenir sur ces études. Elles sont positives ou négatives, des fois bizarrement positives. Par exemple, l'étude sur le tabac, c'est exceptionnel que des gens, ça arrive, et que des gens arrêtent vraiment de fumer sous baclofène. Bon, il faut refaire ces études avec des doses convenables, c'est-à-dire des doses variables pour chaque patient, mais là, il y a énormément de recherches à faire. Hein. Il paraît qu'il y aurait des études actuellement sur le cannabis, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu beaucoup de succès avec le baclofène et le cannabis, mais bon, c'est l'utilisation de cannabis chez les alcooliques, donc la priorité c'est l'alcool, et peut-être que c'est pour ça que souvent les patients continuent à fumer. J'ai eu quelques cas de patients qui ont arrêté de fumer du cannabis pendant le traitement, mais c'est quand même minoritaire. Dans la majorité, tout comme le tabac d'ailleurs, mais dans la grande majorité, les patients fument comme avant, des fois plus d'ailleurs, et le cannabis continue à consommer du cannabis. Alors, il y a eu quelques études très curieuses qui sont sorties récemment, souvent des études précliniques, qui ont attiré l'attention sur la possibilité que le baclofène soit utile dans la maladie d'Alzheimer. Moi, je trouve ça très bizarre. Je trouve ça très bizarre parce que les personnes âgées avec des troubles organiques cérébraux, j'en ai une très mauvaise expérience avec le baclofène. Je vous conseille de ne jamais prescrire de baclofène à quelqu'un qui a eu un accident vasculaire cérébral. Ils réagissent très très mal. Tous les gens qui ont des problèmes de troubles organiques cérébrales, d'atteinte organique cérébrale, je trouve, réagissent mal au baclofène, mais bon, c'est sur le tas, hein, c'est ce que je fais, peut-être que c'est différent. En tout cas, il y a eu des publications qui sont parues récemment, et en particulier du groupe de Daniel Cohen, qui est quand même très très célèbre, hein, c'est un institut, pas un institut, je sais pas, un groupe privé qui développe des médicaments et des molécules, et qui ont montré que baclofène plus aotal, hein, acamprosate, pouvait être utile dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Quand c'est paru, parce que c'est paru
pas seulement comme données scientifiques, mais c'est paru dans la presse aussi, il y a eu des familles qui sont venues me voir avec des Alzheimer. Et j'en ai donné à 2 patients. Ça a été catastrophique. Catastrophique. Ils n'ont pas toléré. J'ai eu l'impression que je les rendais encore plus déments. Donc, j'en donnerai plus jamais. Alors, je ne sais pas quel est. Daniel Cohen, c'est un type remarquable. Hein. C'est quelqu'un qui était le premier à cloner le génome humain, etc. C'est top niveau. Là, je ne sais pas, il paraît qu'il fait une étude clinique, on verra bien dans l'étude clinique. Il paraît qu'il faut s'y prendre très très précocement aux premiers signes d'Alzheimer et qu'en fait ce serait peut-être plus préventif de la maladie d'Alzheimer que traitement de la maladie d'Alzheimer. Peut-être. En tout cas, c'est une voie extrêmement intéressante à prolonger, à rechercher, mais pour le moment, il y a eu aussi des COVAX, je ne sais plus où ils sont, qui ont proposé baclofen plus mémantine. Mémantine, c'est l'Ebixa, hein, c'est un des traitements. C'est un antagoniste des MDA qui est utilisé dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Donc là, il y a peut-être un avenir pour le baclofen. Je serai moins... Enfin bon, on verra. Aussi, peut-être envisager certaines addictions comportementales. Je ne sais pas si parmi les prescripteurs de baclofen ici, il y en a eu qui avaient des patientes qui, en plus de l'alcool ou en plus des troubles du comportement alimentaire, ça va souvent avec, ont des achats compulsifs, mais ça marche extraordinairement bien sur les achats compulsifs. Il y aurait vraiment là à mettre un étudiant pendant 3 ans pour faire une thèse. Je regarde Philippe pour faire une thèse là-dessus. Je veux dire, c'est extraordinaire. Les achats compulsifs, ça a l'air de rien comme ça, mais ça ruine les familles. Et puis, c'est une catégorie DSM. Dans le DSM-5, les achats compulsifs existent comme catégorie diagnostique. Ce n'est pas une maladie où on se dit, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle dit qu'elle achète tout, mais pas du tout. Donc, le jeu, etc. Juste quand même, les automutilations. C'est absolument passionnant. Moi, on a eu souvent les patients de borderline et alcooliques. Les patients de borderline s'automutilent souvent. Et moi, j'ai eu plusieurs cas de borderline qui se mutilaient, qui ont pris du baclofen pour d'autres raisons et qui ont arrêté de se mutiler. Et je voudrais citer la publication de Pozzi, qui sont des Italiens, qui ont donné du baclofen en neurologie à des patients qui avaient une maladie qui s'appelle la maladie de Lesch-Nyhan, ça vous dit peut-être rien. C'est un déficit enzymatique avec une démence, déficit en HGPRT, hypoxanthine guanine phosphorybosyltransférase. Ça donne une démence, une atrophie cérébrale avec des spasticités très importantes. Ils ont voulu traiter les spasticités avec du baclofen et ils se sont aperçus que, parce que dans cette maladie, il y a un retard mental et des automutilations. Des automutilations extrêmement impressionnantes. On voit des images, vous verrez, si vous regardez sur Internet, de Lesch-Nyhan. Ce sont des adolescents qui, depuis l'enfance, s'automutilent et qui n'ont plus de bras, qui se sont bouffés le bras. C'est des trucs épouvantables. Et ils ont cessé de s'automutiler avec le baclofen. Allez, dernière diapositive, les modèles précliniques. Alors, si j'avais un peu de temps, je vous aurais parlé un petit peu de la littérature, mais Jean-Claude Amezen en a parlé un petit peu. Il faut savoir quand même que la première publication chez l'animal, baclofen et alcool, c'est Cotte en 1977, ça fait quand même près de 40 ans, où il avait dit, c'est écrit dans le résumé de l'article, il faudrait quand même voir si le baclofen, ça ne guérit pas les alcooliques. C'était écrit en 1977. Cotte, c'est quand même le troisième auteur de l'article, s'appelait Arvid Carlsson, prix Nobel de médecine en 2000. Donc, il y avait, alors je vais revenir sous toutes les publications, mais c'est quand même quelque chose qui, l'idée alcool-baclofen existe de façon très importante depuis les années 70. Il y a eu plein de publications faites là-dessus, publications d'ailleurs que Olivier Amezen, dont il a pris connaissance. C'est pas par hasard complètement, Jean-Claude l'a dit ce matin, c'est pas complètement par hasard qu'il a pris du baclofen. Il a fait des revues de la littérature, il a vu que chez l'animal ça marchait. C'est Roberts qui avait montré qu'il fallait 4 mg kg de baclofen pour qu'un rat arrête de s'auto-administrer de la cocaïne. Dernière chose dont je voudrais vous parler, ce sont les modèles que moi je développe particulièrement dans le petit laboratoire que j'ai à Paul Guiraud, où on fait de l'électrophysiologie et où on enregistre des neurones chez des animaux de toutes sortes, et en particulier chez des animaux transgéniques. Et on a, comme ça, fait un projet d'ANR avec Philippe Faure et Pierre-Jean Coringer il y a 2 ans, pour étudier les effets du baclofen et la concomitance alcool-tabac, pour essayer de comprendre pourquoi l'alcool et le tabac, ça va si souvent ensemble chez les alcooliques. Donc sur des modèles animaux qu'on a développés, on n'a pas été financé, ça a été refusé l'ANR.
Ensuite, on a une autre étude qui consiste à étudier les effets du baclofène sur les systèmes dopaminergiques. Mais il y a eu des études déjà de fait, mais avec des techniques très différentes et à mon avis qui permettront beaucoup plus de progresser dans la compréhension de comment marche le baclofène. Il y a déjà 4 ou 5 ans, j'avais écrit un petit mémorandum sur tout ce qu'il fallait faire chez l'animal, j'avais donné à Philippe Jory, tout ce qu'il fallait faire chez l'animal pour comprendre comment marche le baclofène. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'on n'a pas d'argent. On aurait de l'argent, je pense qu'on aurait aujourd'hui des publications qui montreraient vraiment comment, en tout cas chez l'animal avec des modèles expérimentaux de dépendance à la cocaïne, à l'alcool, etc., comment le baclofène agit pour rendre un animal indifférent aux substances. Bon voilà. Merci beaucoup. Merci Renaud pour ce tour d'horizon passionnant. On se réjouit que tu trouves de l'argent.